et lui a dit « Mais vous êtes scandaleux, vous nous agressez, vous, etc. Vous faites des interprétations inacceptables. » Monsieur, c'était le gendarme, il dit « Comment ? Mais vous me jugez, vous vous mettez à ma place, etc. Eh bien, venez prendre ma place. » Et il s'est fait. Alors moi, je suis hâche, je vais prendre sa place. Alors il m'a dit « Mais vous offriez votre place, et vous convenez. » En même temps, tout le monde voyait qu'effectivement, il voulait prendre ma place. Déjà, il était assis à l'avant. Il s'est rassis et le climat a changé. Et en particulier, ce que j'avais pressenti en observant se réalisait bien. La jeune assistante sociale finit par s'exprimer. Elle nous a dit que peut-être elle allait s'en aller, qu'elle n'arrivait plus à supporter ce qui se passait. Et elle nous raconte. Quand elle était venue 3 ans auparavant, elle avait un petit garçon. Et là, à 3 mois, à la naissance d'un second bébé, il est né 3 semaines après la mort de ce petit garçon. Et elle a eu du mal à accepter ce nouvel enfant. Et elle en était donc toute coupable, complexée, malheureuse. Et à ce moment-là, tout le groupe s'est mis à l'aider, y compris ce médecin qui aurait pu songer que ce qu'il faisait avant, c'était contraire à sa déontologie. Tout le monde s'est mis à l'aider. On comprend tout à fait que c'était impossible de dire « Oh, il n'est pas mort, l'os, allez, je le remplace ». Non, c'est impossible. On lui a dit, c'est profondément maternel, vous avez eu du mal à accepter ce dossier. C'est profondément vrai. Et alors, elle s'est épanouie, etc. On a continué à l'aider, et puis le groupe. Donc, voyez-vous, c'est parce que je me suis dit, le groupe va m'aider, que je suis devenu attentif à la façon dont le groupe va m'aider, et que les choses se sont passées. Donc, il ne faut pas craindre, les groupes, au contraire, on va être aidés. Et encore une fois, plus le groupe est grand, plus il y a d'autorégulation possible. Donc, là-dessus, c'est une illusion de craindre, c'est une illusion. Mais effectivement, si on est un peu nerveux, et toutes les fois qu'on est nerveux et défensif, si on exprime la peur sous forme de défense, alors le groupe se sent agressé, et alors on court des risques. On court des risques justement parce qu'on craint les risques, et non pas parce qu'ils existent. Je crois que c'est... Donc il faut se donner de la souplesse et de la tranquillité sur ce genre de problème. Et enfin, vous disiez bien angoisse et peur. Ce sont deux émotions complètement différentes. On les identifie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles sont très fortement associées. Étant donné qu'on se... L'angoisse, c'est, comme disait Heidegger, c'est le recul de l'existant dans son ensemble. Il y a du vide qui se crée. Alors, quand il se crée du vide, on essaie de s'accrocher. Et s'accrocher, ça veut dire se donner une peur. On diminue le taux d'angoisse par une peur, mais cette peur réengendre un risque d'angoisse plus petit, et il y a une oscillation qui s'amortit au fur et à mesure. Car l'émotion est un phénomène extraordinairement complexe et qui passe par toute une série d'états multiples et antagonistes. Et il est bon donc de voir comment résoudre ça, avec au niveau également procédure pratique, c'est la préparation avant d'entrer en travail avec un groupe. Non pas une préparation minutieuse, minute par seconde, etc., mais une préparation suffisamment bien faite pour qu'on puisse ne plus en tenir compte si on estime que ce n'est pas utile, qui puisse nous donner de la liberté. Une préparation pour se rendre plus libre, pour se donner une variété de possibles, pour avoir en réserve des choses qu'on va sortir, ou si on sent qu'un exercice ne marche pas, si on sent qu'une situation ne plaît pas, un cas à étudier ne plaît pas, ben on va prochain. Il faut du matériel supplémentaire, à la fois pour se sécuriser, pour jouer, pour se donner donc des chances de ce à quoi tient si fort René, et il a raison, c'est-à-dire être dans une situation réelle de vie avec les autres. Co-naître, c'est naître avec les autres. C'est travailler ensemble dans un vécu vivant, dans une naissance, dans une création. Chaque groupe est créateur. Il faut qu'il y ait donc cette possibilité de co-naissance, avec tout ce que ça implique, encore une fois, à tous les niveaux. Mais en souplesse, avec de l'imprévu, il faut avoir préparé certaines choses, mais ne pas l'utiliser. Et avec suffisamment de variété pour être dans... Et en définitive, si on est pris à l'improviste, eh bien, il faut faire confiance au groupe. On sera aidé.
J'ai raison hein, pour les lions, quand on leur souffle sous le nez. Si c'est un lion en papier, oui. Il faut souffler fort en papier. J'avais une question tout à l'heure. Ceux qui ont déjà assuré des formations, quel est votre, comment ça s'est passé quand vous avez eu peur? Moi, je pense que la peur est liée au regard. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Je disais parce que j'interprétais, c'était des choses, c'est une forme de délire personnel, je pense. Mais moi, je pense qu'effectivement, j'ai exactement vécu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que moi-même, donc moi j'ai travaillé avec des jeunes en formation, et comme j'avais peur, je pense qu'ils m'ont renvoyé ma propre peur. Ça c'est tout à fait clair pour moi. J'ai même eu, ça m'a été loin, parce que moi j'ai eu des bagarres dans mes groupes, hein, donc c'était loin. Hein. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de très très difficile à gérer pour moi, très très difficile à gérer. Et c'est vrai que bon, c'était pas évident de toujours avoir à régler des problèmes de comportement, alors qu'on avait d'autres choses à faire, évidemment. Et c'est vrai que, comme j'avais pas tellement de bagages, je n'arrivais pas quelquefois ça marchait mieux, c'est-à-dire de le faire gérer par le groupe, mais c'était pas évident du tout. Vous avez des mecs qui sont 2 fois plus grands que vous, des balèzes, bon, qui, bon, en plus avec des phénomènes de racisme, bien entendu. Donc tout ça à gérer ensemble, c'est vrai que c'était pas évident. Alors que moi j'avais d'autres situations d'animation qui n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. J'ai l'habitude de gérer des groupes avec des gens qui venaient parce qu'ils étaient volontaires, parce qu'ils avaient envie de faire un travail. Et là je me trouvais face à des gens qui n'avaient pas forcément envie d'être là. Donc, oui, pour répondre à la question de Jean-Loup, à la CFDT, nous on est 2 animateurs en fait quand on va animer des actions de formation. Et la première matinée, j'avais laissé mon collègue gérer la formation. Bon, je me suis le temps de bien me mettre dans l'ambiance. C'est aussi un moyen, hein, quand on n'est pas très rassuré, c'est d'avoir un acolyte. Officiellement, c'est qui revient à la secousse. Il y avait un professeur de droit à la Sorbonne autrefois, qui n'était pas du tout un humoriste, pas du tout. Et, le droit en France, et il, comment dire, dans des amphis de 1000 étudiants, il demandait, il commençait par nous avoir demandé que l'amphi désigne la perle de l'assemblée. La perle, c'était une demoiselle qui devait être la mascotte. Deuxièmement, il demandait qu'il y ait 2 costauds qui soient les garants de défense de cette perle. Et il commençait à s'exprimer qu'après, très dignement. Et donc, c'était là encore des petits symbolismes, mais qui traitent la bonne humeur d'un groupe et qui, en même temps, permettait de lui donner d'autres rôles. Je crois que c'est important de ne pas laisser un groupe inorganisé trop longtemps. On peut faire ça à la Sorbonne, mais on peut faire ça au centre d'études féministes ici, dirigé par les À ce moment-là, on aurait pu désigner la perle masculine du lieu et avoir de karaté féminine à s'occuper du côté des autres. Oui, il faut se méfier que nos défenses, qui sont tout à fait naturelles, risquent d'être à nos dépens et non pas à notre service. Donc
Pardon, excusez-moi. Oui, c'était une des choses que je disais à mon ami Rogers un jour chez lui. Je lui disais, Karl, est-ce que vous n'auriez pas dû, au lieu de dire non-directivité, qui est une négativité sur quelque chose de positif, une direction, non-défensivité. La défensivité est une négation. Négativité, donc non-défensivité, c'est beaucoup plus conséquent. Et effectivement, ça donne des chances de proximité, de voisinage au sens mathématique et autres, donc de transition, de possibilité. Il y a quelque chose qui demandait pour les personnes qui éventuellement s'étaient déjà retrouvées en formation, en situation de formation. Moi, je me suis aperçue en situation de formation qu'il y avait plusieurs types de peurs à laquelle j'avais pu être confrontée. La première peur, c'est la peur de ne pas savoir, la peur d'oublier, la peur de perdre son contenu. Et là, je dois dire que j'ai eu tendance à préparer mes supports. C'est-à-dire que j'ai un support pédagogique qui sera la plupart du temps un support qui sera distribué, mais à partir sur lequel moi, je me mets tout un tas d'indications, des options d'exercice, des options d'explication, pour éventuellement tout ce qui ne pourrait pas convenir en termes de pédagogie, en termes de rythme, en termes de dynamique de groupe, etc. Alors j'ai une espèce de... comment dirais-je, un petit pense-bête, voilà, j'ai vraiment ce qu'il faut, j'ai mes supports pédagogiques dont je ne me sers pas, souvent c'est ce que je dis, ma tête est dans mon cartable. Mais au moins elle est quelque part avec moi, si elle n'est pas tout à fait là, je peux toujours la sortir et la mettre sur la table. Donc ça c'est une première, c'est tout un lot de peurs, je dirais, qui s'en vont dans le cartable, ou qui restent dans le cartable. C'est un premier point. Bien, le deuxième point, je fais suite à ce que Valérie disait, c'est par rapport de l'importance du corps finalement, dans l'exercice de la formation et du métier de formateur. C'est comment me récupérer quand d'un seul coup, ma tête commence à me dire quelque chose. Parce que très souvent, ce dont je me suis aperçue, c'est que quand je commence à avoir peur, c'est parce que je me fais un commentaire sur ce qui est en train de se passer, ou sur ce que je viens d'entendre, et que ce commentaire induit chez moi une inquiétude, ou quelque chose qu'il va falloir que je rattrape, ou que je répare, ou quelque chose qui me met dans une situation inconfortable. Si je reste avec cette idée-là, je reste avec mon angoisse. Alors je m'aperçois que j'ai une respiration haute, comme ça, je serais pas très bien. Alors ce que je fais, c'est que je me sers de cet outil qui est mon corps, qui est un outil très pratique en fait pour se récupérer. Il y a des gens, ils vont respirer, ou il y a des gens, on va faire un peu comme, je vais vous donner une petite technique, je joue du piano dans mes godasses. Vous voyez, je joue du piano dans mes chaussures. Résultat, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est je ressens mes pieds sur terre, mon poids sur terre, le fait que je suis là, et que finalement, je suis en face de personne, et que ce qui se passe dans ma tête, ça n'est que dans ma tête. C'est-à-dire que ça ne va à cette allure-là que parce que c'est dans ma tête. Et que si je regarde autour de moi, je m'aperçois que là, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai perçu n'est pas juste, mais ça me donne peut-être les moyens de le traiter autrement qu'au travers de la peur. Voilà. Parce que ce temps qui est accordé au rythme du corps, qui est un rythme qui est un petit peu oublié dans les études, parce qu'on va à la vitesse un peu de la tête, de la pensée, on oublie que le rythme du corps est celui qui va nous permettre finalement de nous récupérer relativement facilement et relativement discrètement. Donc il y a des gens, ça va être respirer, il y en a d'autres, ça va être se sentir assis, sentir son poids sur la chaise, des choses comme ça, très... Voilà. Non, je pensais à autre chose que la peur. C'est à propos de la pédagogie et du pédagogue qui est censé accompagner les enfants, et quand il passe au stade où il accompagne des adultes, peut-être plus jeunes que lui, est-ce qu'il y a une notion de contrat implicite entre le pédagogue et le jeune adulte qui prend de l'âge, qui prend de l'expérience, etc. Est-ce que quelque part le pédagogue enrichi de son vécu ne va pas souhaiter transmettre ça entre guillemets la génération d'avant? C'est une question que je me posais. Vous ne voyez pas le pédagogue simplement dans un contexte précis, vous voyez plus dans quelque chose extérieur au mur, même type mentor, enfin... Transmettre là, ouais, c'est ça. mais il n'a pas que ça. Il va organiser, il va préparer les situations.
encouragé la créativité, il a mis en contact, il a organisé les groupes, les contacts, il a amené des éléments d'arrière-plan culturel, de choses nouvelles, mais il a créé du lien, peut-être. Enfin, créé aussi des liens. Et encore, c'était très amusant quand Rogers est venu en France en 1966. On a fait un colloque, vraiment du séminaire, nous étions 120, on a fait un colloque à Paris avec 400 personnes, beaucoup de psychologues, médecins, assistants sociaux, travailleurs sociaux, enseignants, etc. Et beaucoup de gens disaient, mais il n'est pas rogérien, Rogers, parce qu'il faisait présenter ses idées, il exposait ses idées. Rien, mais les gens avaient cru que non-directivité, ça veut dire fermer sa gueule. Fermer sa gueule, ça n'arrive qu'à des politiques hautement avisés, c'est pour ça c'est délicat. Mais là, non, il ne ferme pas sa gueule du tout. Et je crois qu'il y a des choses à transmettre, bien sûr, mais encore une fois, c'est le point d'équilibre. Pas en faire trop. Là encore, c'est le colibri. Michel Lebeau a été obligé d'intituler la formation qu'il propose, Rogerian, la ligne de Rogers, mais comme effectivement il ne faut pas s'en tenir à ce stéréotype qu'on pose sur Rogers en termes de non-directivité, il est obligé d'appeler sa formation la non-directivité intervenante. C'est-à-dire pour dire que la formation, il peut intervenir. Il n'est pas condamné au silence, ou à laisser faire dans le groupe, etc. Mais il maintient malgré tout le terme non-directivité parce qu'il le considère comme positif, comme une possibilité pour le groupe quand même de trouver ses propres modes d'organisation, d'expression, etc., de création, de spontanéité, tout ça. Par le fait, Rogers avait abandonné à partir de 1942 ce terme de non-directivité parce qu'il avait vu que c'était des risques de rigidité. Donc il a pris ensuite centré sur le client ou approche centrée sur la personne, les terminologies actuelles. Mais il est sûr que la non-directivité était un message très important pour l'ambiance française. Rosier avait déjà fait remarquer, autrefois dans un article d'Esprit, qu'il avait intitulé « La France, terre de commandement ». Il y avait des tendances élitistes, comment dirais-je, dominatrices, très importantes, directoriales, très importantes, sous-jacentes à notre niveau culturel. Et donc, en disant non-directivité, ça a fait beaucoup de bruit. Alors, effectivement, comme il y a des gens malins, ils ont réussi à transformer la non-directivité en super-directivité, à faire semblant de rien faire, quand même du silence, bien sûr. C'est ça qui a été à juste titre, mais ce n'était pas du tout cher, c'était le fait de Français qui étaient, comment dirais-je, mis en flagrant délit de leur hyperdirectivisme et qui alors essayaient de tourner, mais étaient fâchés en même temps. C'était tout le problème des mandarins. C'était tout le problème de 68. C'est pas pour rien que Rogers, à l'époque, avait eu une grande audience chez les jeunes. Si le pédagogue fait éclore, j'allais dire, l'individu, enfin éclore, un peu fort, mais en tout cas essayer de lui donner envie de se développer, il y a une relation contractive, enfin il y a un contrat qui se fait, et peut-être qu'il peut se prolonger à long terme, même jusqu'à la fin de la vie, quelque part, du formé et du pédagogue. Après, je pense que peut-être ça dépasse les stades de hiérarchie, de positionnement par rapport à l'un et l'autre, comme s'il y avait une relation réciproque, où l'un donne quelque part un peu de sa fougue, et l'autre apporte son savoir, sa connaissance. Et c'est comme ça un peu jouer à la pédagogie, au sens... Moi j'ai du mal. Il y a un très bon exemple qui est fait par une de mes amies dans la création des réseaux d'échanges réciproques de savoir. C'est très remarquable comme sens. Et donc, notre ami Hébert Suffren a créé des possibilités. Quand quelqu'un a besoin d'une formation,
On lui dit, d'accord, quelle est cette formation? On va vous trouver quelqu'un. En sens inverse, vous, qu'est-ce que vous offrez à l'ensemble du réseau? Pas nécessairement sur la personne qui va rendre service. Et donc, il y a échange. Et ceci a significativement beaucoup d'importance. D'abord, chaque personne a réellement quelque chose de profond à communiquer, à transmettre. Et ça, là encore, il n'y a pas de choses inférieures et d'autres qui seraient supérieures. Il y en a. Les choses sont chacune dans leur spécialité pour des usages différents. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent offrir leur talent parce qu'ils savent très bien faire un plat, faire quelque chose donc, au niveau culinaire. Il y en a d'autres qui peuvent offrir leur capacité de photographe pour faire quelque chose. Justement, lorsque nous avions cette réunion, il y a dû y avoir un an, avec donc Claire Hébert-Suffren et ses réseaux, il y avait 1 millier de personnes présentes à Créteil. Et on me demandait une table ronde, et j'étais là avec Rocard, que je retrouvais depuis de nombreuses années. Et comme par hasard, moi j'ai parlé de la délicatesse au Brésil par rapport aux enfants handicapés. Les adultes handicapés, on ne les appelle pas handicapés, on les appelle exceptionnels. Signifiant qu'ils sont différents, mais que ça demande des soins exceptionnels de la collectivité. Donc il y avait une délicatesse. Je dis ça, ensuite en sortant, il y a plusieurs jeunes handicapés qui sont venus me voir et qui disent beaucoup de choses affectueuses, et en même temps, l'un d'eux m'a fait cadeau d'une magnifique photographie. Il m'a montré toutes les photographies qu'il faisait. Et là, c'était une photographie d'une enfant dans la classe, très, très belle photographie. Et ce jeune était handicapé, mais il était un magnifique photographe. Il avait trouvé le moyen, et il m'offrait ça. Et il y avait cette relation, par conséquent, d'échange, et c'était en même temps, dans cet échange que nous représentions, d'échange réciproque. Il y avait cette réciprocité, donc, de toutes les façons possibles, comme photographe, et je crois que cette réciprocité, donc, il faut attendre. C'est pour ça que quand nous formions nos administratifs à l'éducation nationale, on leur demandait de faire des rapports, on lui demandait de préparer le contenu de futurs livres qu'on allait éditer avec le travail de plusieurs. Et même s'ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout, on disait, vous les remettez en l'état où c'est, on transmet ensuite à une autre promotion, quelqu'un verra si s'y intéresse, et on aboutira. Donc, par distillation fractionnée, par coopération successive, faire quelque chose. Et là encore, il y a des échanges. Ce n'est pas que l'enseignant qui doit apporter, que le formateur, mais les personnes en formation, les stagiaires doivent aussi contribuer à quelque chose, suivant leur goût, leur talent, mais ils doivent pouvoir sentir qu'on attend quelque chose d'eux, parce que c'est vrai, ils ont quelque chose, et qui peut être simple parfois. Et là encore, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est petit, minuscule, inutile, inférieur. Non, ça n'existe pas. L'important, c'est l'échange. Ce qui est intéressant dans le réseau d'échange de savoir, c'est que, contrairement à l'origine libérale, enfin, dont on a l'habitude, c'est qu'on ne passe pas par le circuit de l'argent. C'est-à-dire qu'on retrouve une forme de relation, de relation de service, qui passe par l'échange symbolique, la logique de l'échange symbolique, c'est-à-dire du donner, recevoir, rendre. C'est trop dans les sociétés traditionnelles, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que, enfin, ça ne veut pas dire que par l'argent, on ne puisse pas naturellement aussi avoir la relation, mais la relation devient objectivée par l'argent et on ne voit plus derrière l'argent la personne qui est là présente et qui est capable de quelque chose, notamment capable d'une relation. Il y a une sorte d'objectivation par l'argent. L'argent anonymise en quelque sorte la relation. Et fait qu'on peut avoir du pouvoir d'une façon anonyme par l'argent. Alors que dans la relation d'échange symbolique, il s'agit bien d'une personne qui donne quelque chose, une autre personne reçoit, mais en échange, elle devra effectivement rendre, donner, recevoir, rendre. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est ce qui se passe là. Une personne va demander quelque chose, mais on lui demandera à ce moment-là de rendre ce qu'on lui a donné. Alors,
Elle rendra en fonction de ses capacités, de ses possibilités, de ce qu'elle est, etc. Ce qui compte, c'est pas tant qu'elle rende exactement ce qu'elle a été chercher, mais ce qu'elle rende ce qu'elle peut, elle, en fonction de ce qu'elle est. C'est ça c'est la relation qui compte, en fait, c'est la relation d'échange qui compte. Alors cette relation d'échange, c'est la constitution même du lien social. C'est en cela que ce type de pédagogie est une pédagogie, à mon avis, très importante, puisqu'elle renoue avec le lien social, elle reconstruit le lien social. Et pour moi, se réfère effectivement à ces sociétés traditionnelles dans lesquelles l'échange symbolique devient très important. Je vous renvoie au beau livre de Jean Baudrillard, L'échange symbolique et la mort, publié chez Gallimard il y a déjà plusieurs années. Est-ce qu'il y a une dernière question? Mon question n'est pas comprise. Je voudrais me dire plus généralement une dernière alimentation de notre réflexion commune. Me raffiner encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu notre Candide. Oui. Candide. Alors, a priori, il devrait parler. Le Candide m'a soumis le souhait d'intervenir lundi. Ah oui, mais... Ouais. Bon, oui, alors là, je suis pris au dépourvu. Est-ce que je peux dire que ça me fait peur? Improvisation. Tu me demandes plutôt donc d'alimenter une dernière réflexion, c'est ça, plutôt qu'une synthèse. Il y a tout un domaine qu'on n'a pas évoqué, si ce n'est de loin peut-être ce matin par le biais du militantisme et de l'organisation, de la formation aussi. Est-ce que l'on peut considérer que le formateur d'adultes, le pédagogue donc qui œuvre dans le domaine de la formation des adultes, a une possibilité dans l'espace même de la salle de formation d'avoir une prise directe sur le social en faisant abstraction de l'organisation de la formation telle qu'elle est instituée depuis le pouvoir le plus centralisateur en termes de politique, en passant ensuite par cascade, par éventuellement l'entreprise ou l'institution ou l'organisation telle qu'elle soit, qui pense la formation d'une certaine façon, qui la configure, et dont ce formateur est en quelque sorte le dernier maillon, tout en bas de la chaîne. Est-ce qu'on peut estimer qu'il a vraiment une possibilité d'agir dans ce cadre strictement pédagogique s'il n'a pas de prise en amont lors de la conception de cette formation? Alors c'est une réflexion qui m'est un peu inspirée par les réflexions un petit peu pessimistes de Pierre Caspar, par exemple, dans une livraison récente de formation permanente. Vous savez que ça s'intitule « Éducation permanente de l'utopie à la crise ». Effectivement, on a l'impression que sur ce registre, on a vécu pas mal de désillusions depuis les lois de 71. Et j'aurais une question à renvoyer à notre intervenant de la CFDT, mais bon, il est parti, de savoir aussi s'il existe encore aujourd'hui des lieux d'espace de négociation avec le pouvoir patronal, par exemple, suffisants pour que les forces syndicales, les forces émancipatrices, je crois que le terme a été repris ce matin, puissent faire jouer un rôle véritablement novateur à la formation professionnelle, mais aussi à nouveau à l'éducation permanente, telle qu'on a essayé de la penser durant les 2 derniers siècles, par exemple, depuis Condorcet. Alors, la réflexion que j'essaie d'alimenter, c'est un petit peu ça. Est-ce que le formateur, celui qui se trouve dans une structure qu'on imaginera relativement rigide, ou lorsqu'il entre dans l'entreprise, il n'a qu'à fermer sa gueule, pour reprendre un terme que tu as utilisé ce matin, je me permets de reprendre. Pardon. Et donc,
Comment se débrouiller là, véritablement, pour essayer de trouver justement cet interstice institutionnel, cette faille dans le système, dans lequel, peut-être en amont de son acte pédagogique, strictement pédagogique sur le terrain, il peut véritablement influer. Moi, je me demande si les choses ont vraiment changé depuis la vision qu'avait développée Gérard Malglaive. Alors bon, c'est une référence, Malglaive, effectivement, dans son bouquin « Politique et pédagogie en formation des adultes », où il avait véritablement le sentiment, j'ai relu quelques pages récemment, que sur le terrain strictement pédagogique, c'était fichu, en quelque sorte, pour changer le rapport de force, et qu'il fallait véritablement agir en amont. Profondément pessimiste. Alors, aujourd'hui, où peut-on considérer que l'on en est de ce point de vue ? Que l'on en est de ce point de vue, d'une faille que l'on pourrait élargir. Voir, pardon. C'était de l'éducation nationale et de la formation qu'il parlait. C'était ça, c'était décrypté, caché. Mais je crois, si vous voulez, que là encore, le CNAM a été une institution robuste, il reste beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait pris le train à la bonne vitesse. Je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas alourdie sur certains points et qu'elle ait fait un phénomène de surcharge de beaucoup de choses dans les formations. Et je crois qu'effectivement, ils sont un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui s'est transformé et qui a été pris en charge, en particulier par les universités ou par des formations à l'intérieur des entreprises. Dans l'interaction, je crois qu'il y a eu quelque chose là d'important qui s'est produit. Alors en même temps, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, on sait très bien, c'est le gros problème, c'est que les rôles professionnels sont de plus en plus imperceptibles dans les créations qui viennent. Chacun sait très bien que c'est imprévisible, l'état actuel des choses. Et en même temps, on sait que ça va arriver. Donc, il y a un phénomène de porte-à-faux. Et en même temps, il y a ces mots de Warren Bennis, qui était le compagnon de Kurt Lewin à la création de la dynamique de groupe, et qui disait il y a déjà 30 ou 40 ans, nous sommes entrés dans l'époque de la succession accélérée de systèmes sociaux temporaires. Là, on voit que c'est effectivement ce qu'on est en train de vivre dans ces changements. Alors il s'agit de s'adapter un petit peu avec Zarathustra le danseur, en dansant, en étant... Parce que le boxeur, la chose importante, c'est pas les points, ça sert à rien, c'est les papas. S'il n'a pas un jeu de jambes suffisant, il est coincé, il est fichu. Donc, là encore, de la souplesse, d'ajustement, je préfère le mot ajustement ou adaptation. Et puis, on est en formation continue toute la vie, c'est fini la formation prise entre un âge et un autre âge, et puis d'une définitive. On a besoin de se rebrancher. Mais alors l'important, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit trop surchargé, mais qu'on ait les lieux qui incitent au juste branchement utile quand il le faut. Bon, alors là, c'est un problème qui va se traiter, qui va demander 50 ans. Bon, c'est bon pour demain. Et ça va être assez fascinant, D'ailleurs, c'est commencé la consultation là, des lycéens et de leurs professeurs. Eh bien, c'est dans cet esprit. Est-ce qu'on peut alléger? Je prends une chose, par exemple. Je chicane fortement l'inspection générale de sciences naturelles, parce que au programme, il y a un cours, je suppose qu'il faut vraiment travailler à fond et le savoir par cœur, c'est la vie sexuelle des oursins. Beaucoup de considérations pour les oursins. Enfin, je me demande si c'est vraiment indispensable que tous les jeunes Français aient une érudition importante dans la matière. Et il y en a des quantités comme ça. Il y en a des quantités comme ça, de choses absolument surchargeantes, inutiles. Au lieu, alors, quelles sont les choses structurantes? Les connaissances structurantes, là, c'est important. Qu'est-ce qui nous soutient? Qu'est-ce qui fait motivation? On retrouve notre terme de motivation. Qu'est-ce qui peut être négocié? Et là, il faut aussi faire confiance aux attentes des jeunes eux-mêmes, et de nous tous, parce qu'on continue à être jeunes, même si on ne voudrait pas le croire. Jeunes, on a besoin toujours d'apprendre, de voir, de s'enrichir, d'échanger. Et donc, quels sont les points importants sur lesquels on peut travailler, coopérer, se rendre des services réciproques? Et là encore, ne pas vouloir tout savoir tout seul,
ce que voudrait d'ailleurs chaque parent conscient, organisé pour chacun de ses enfants. Il voudrait, comme on dit un peu technique, il y a quelqu'un d'entre vous, des camarades qu'on disait avec beaucoup de bonté qu'ils étaient polarisés. Il n'y a pas un compliment absolu. On disait, ils savent tout, mais rien d'autre. Ça, c'est le rêve français par excellence. Le rêve français par excellence. Il faut que les Français savent tout. Mais encore une fois, rien d'autre. Et ils n'aiment pas ça. Ils le disent. Hein, quand ils font du chahut ou des manifestations, c'est bien ça qu'ils disent. Alors, est-ce que les choses bougent? Oui, ça vient. Je vous donne un indice. Indépendamment de la loi du 10 juillet 89, il y a à la direction des enseignements scolaires, c'était autrefois la direction du lycée et collège, donc c'est déjà 4-5 ans d'âge, il y a une sous-direction chargée de la formation continue et de la valorisation des initiatives et des innovations. Que l'innovation, que l'initiative soit reconnue et liée à la formation continue, c'est intéressant. Il y a une sous-direction dans cette direction, un bureau dans cette sous-direction qui est justement chargé de la valorisation des innovations. Et dans 8 jours, je vais participer pour l'Académie de Paris justement au travail de voir où on en est, car il y a dans chaque académie un représentant ministériel chargé de soutenir les innovations. C'est un changement. C'est un changement. Parce qu'effectivement, jusque-là, innover, c'était réputé contraire à la loi de l'inspection et à la pensée unique qui était très, très forte, qui continue à vivre encore. Mais elle s'étrangle peu à peu. Il faut être optimiste, il faut se battre, il faut croire qu'il faut du temps. Moi, mon rêve, c'est toujours la pensée de ce qu'a fait le mouvement syndical. Si les syndicalistes ne s'est pas battus depuis 150 ans, enfin, je dirais 80, 115 ans, 117 ans, eh bien, on n'aurait pas de législation sociale, on n'aurait pas les 39 heures, même si on ne va pas aller vers les 35 heures, non déplaise à quelques mauvais esprits. Mais non, à chaque instant, il a fallu une conquête, et c'est le sens de la démocratie. On avance pas à pas. Les révolutions totales et radicales, on sait ce que ça dit, hélas, même des choses merveilleuses qui se dégradaient, parce qu'il y a eu cette précipitation. Et ne pas suivre, ne pas associer, ne pas voir comment chacun va apporter, comment chacun sent, comment chacun... Il y a, à mon avis, ce qu'ont fait les syndicats, même si actuellement ils n'ont pas en France la faveur qu'ils méritent, il faut dire qu'ils ont fait il y a eu du centralisme démocratique là, qui a été abusivement vécu par un certain nombre de milieux syndicaux. Mais à ces réserves près, pas lesquelles, à ces réserves près, il y a eu un mouvement syndical qui a fait un travail formidable, pas à pas, pas à pas. Heureusement, et il faut continuer, syndicalement ou ailleurs, il faut continuer. Mais on ne peut pas quand même complètement évacuer la question de Christian. Je crois que la question de Christian, les thèses qui sont questionnées sont quand même des thèses qui sont liées un peu à une certaine vision, je dirais, structuro-fonctionnaliste de l'organisation du social, l'organisation de la cité. Et en fonction de cette vision, c'est vrai que c'est difficile de voir comment des choses peuvent changer. Des choses, on les voit, comment elles se sont structurées et comment elles sont relativement figées, fixées. Et si on voit ça, c'est vrai que le formateur qui se trouve au bas de l'échelle, il est pris dans un système, dans un champ, hein, comme dit Bourdieu, un champ à partir desquels il y a des positions qui se jouent là, qui sont jouées là, on pourrait dire. Et lui, il a une position dans ce champ de position et il ne peut pas tellement en sortir d'une certaine façon. Il peut tout juste jouer là, dans ce champ-là, mais ce n'est pas lui qui détermine l'organisation du champ. Alors, c'est un certain regard, ça. C'est un regard où il y a des arguments. Hein. Je veux dire, on peut voir sous cet angle-là, on peut, à partir des faits, donner un certain nombre de matériaux pour la réflexion sur cette logique. Mais ce n'est qu'un regard, parce qu'il y a un autre type de logique, qui est un regard qui n'est plus structuro-fonctionnaliste, mais qui est de l'ordre de l'interactionnisme, par exemple, où les mêmes faits sont vus dans un autre contexte, une autre façon de voir les choses. Vous avez eu Alain Coulon, il a dû vous parler de l'ethnométhodologie et de l'action interactionniste. Hein.
à ce moment-là, les choses se feraient sans cesse dans l'interaction. Il n'y a pas une société globale qui serait comme ça, une fois pour toutes figée, établie, etc. Sans cesse, les choses sont en train de se faire. Même si on croit qu'il y a quelque chose de figé, en fait, c'est une illusion. Sans cesse, c'est des millions d'interactions qui agissent pour déterminer une orientation. Et s'il y a des millions d'interactions qui agissent, il y a nous, ici, où nous sommes. Nous sommes dans l'interaction, nous construisons la société également. Ce n'est pas pour nier le fait que ces millions d'interactions ont une logique quand même interne qu'il faut pouvoir cerner, c'est le rôle du sociologue à ce moment-là. Il n'empêche que nous faisons partie de ces millions d'interactions qui organisent la cité. La cité n'est pas pré-organisée, elle est sans cesse organisée par nous. Par nous, au sens large du terme, nous, la collectivité humaine. Ce n'est pas pour, naturellement, pour ne méconnaître la réflexion sur la tendance générale de cette interaction, qui peut exister naturellement, et qu'il s'agit de mettre. Quand on parle de mondialisation, par exemple, c'est important de parler en termes de mondialisation, c'est-à-dire d'une tendance générale, et d'y réfléchir de façon critique. Mais ce n'est pas pour dire que nous ne sommes que des agents d'un système, on n'y peut rien d'une certaine façon. Non, nous sommes acteurs, agissant complètement dans cette organisation également, à notre niveau. À notre niveau. Mais à notre niveau, on peut faire aussi beaucoup de... on peut avoir un regard extrêmement puissant, en fait, là où on est. Alors c'est en cela que je rejoins, moi, de Peretti à ce moment-là. C'est vrai, j'ai plus la conception, j'ai moins la conception structuro-fonctionnaliste que la conception interactionniste. Juste un petit mot pour répondre à ta question. Je pense que la formation et le système de la formation vit plusieurs étapes. Je parlais des premiers trucs d'apprentissage début du siècle, la loi de 71. C'est vrai qu'à partir de 71, il y a eu relativement une gabegie, c'était peu contrôlé, c'est vrai que les formateurs faisaient ce qu'ils voulaient, et puis on est arrivé vers une recherche de gisement, de productivité, et ainsi de suite. Donc on est arrivé à fabriquer des stages un petit peu type production, où chacun était taylorisé en quelque sorte. Et je crois qu'aujourd'hui on est sur un autre modèle qui se prépare. C'est un modèle qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus en réseau. Tout ce qui se passe au niveau de l'insertion et les formations autour de l'insertion, c'est quelque chose d'assez fantastique. Et là, le formateur est acteur. Peretti parlait du CNAM, mais c'est vrai que le CNAM a toujours considéré le formateur comme un ingénieur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un niveau relativement élevé. Et je crois que maintenant, on a tout à fait la possibilité d'avoir des formateurs autonomes. Ils sont dans un système, ils sont acteurs parmi d'autres, ils sont dans un processus de formation-action, ils sont dans un processus d'intégration, c'est-à-dire ils sont dans un processus, ça c'est évident, et ils rentrent forcément en tant qu'acteurs dans le processus. Et à ce titre-là, ils ont leur place. Ça, pour moi, c'est évident. C'est vrai que l'acte lui-même de formation va disparaître de plus en plus. Les temps de formation, on les verra moins. Ils seront plus au niveau des entreprises, au niveau des managers. Ils seront plus dans d'autres actions. Mais l'acte de formation va prendre sa majorité. Je veux dire aussi que nous avions réussi à jouer dans les MAFPEN, et on va continuer à essayer de jouer dans les IUHM suite de notre rapport, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait non seulement des formateurs de base pour faciliter le travail par des formateurs, chacun des membres d'une cellule, d'une société, etc., doit être aussi formateur pour d'une part pour les autres. Il faut qu'il y ait ces phénomènes de réseau là aussi, de formation complémentaire, d'entraide complémentaire, ce que j'avais appelé pour l'UNESCO un système autoportant de formation, dans lequel c'est le milieu lui-même qui soutient par les équilibres, l'échange, les réseaux d'échange entre les personnes, la constante progression, la constante adaptation au monde qui devient, et puis qui sera très chouette. Là, moi, je peux vous dire, vous allez avoir un monde formidable, avec des difficultés monstrueuses, tant mieux. On les a connues, nous, alors, on vous les passe. Mais vous ferez mieux que nous. Nous, on a fait, ma génération, on a fait la décolonisation indépendamment de la guerre. Bon, et puis là,
Mais on a fait aussi 30 glorieuses. Vous avez à faire 40 glorieuses. On ne serait pas qui. Il faut du tonner. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à lundi pour la suite, pour la deuxième journée.